Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous autour des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de la Balance. Bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Florence et depuis plus de 17 ans maintenant, je suis passionnée par les symboles du zodiaque. L'idée de ces lives ici, de se retrouver une fois toutes les 2 semaines, c'est de vous aider à apprendre à lire des petits bouts de votre thème astral, de vous partager ma vision de l'astrologie et la manière dont je simplifie certaines choses. Donc, je vais refaire une petite présentation pour ceux qui me découvrent. Hein. Pour les habitués, il va falloir patienter un petit peu. Si vous regardez en replay, sachez qu'il y aura la chronologie avec le timing, donc vous pouvez passer directement à la partie qui vous préoccupe. Mais ici, je vais quand même, réexpliquer la trame de ces lives, hein, qui est structurée d'après les 3 formations que je vous propose pour apprendre à lire votre thème. Donc en niveau 1, on regarde la carte d'un point de vue global, hein. On parle du signe dans lequel se trouve la lune bien naturellement, et comme ici ça va être une pleine lune, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui sépare la lune du soleil, hein, puisque une pleine lune c'est une opposition entre la lune d'un côté et le soleil de l'autre, donc ici on va parler de la balance et du bélier. Et puis on regardera bien évidemment les autres planètes. On commence toujours avec le maître de la lune, en l'occurrence puisque la pleine lune a lieu en balance. On va rebondir sur Vénus, on va s'intéresser à l'énergie de Vénus, on va se rappeler les mots-clés de l'énergie de Vénus et on va regarder où se trouve Vénus au moment de la pleine lune, parce que ça n'aura pas le même impact. Et puis on regardera un petit peu où se place Mercure, Mars, Jupiter, Saturne. Je vous explique dans les grandes lignes quelques mots-clés pour chaque planète. En deuxième partie, on s'attaque à la partie un peu plus technique de l'astrologie. J'ai nommé les aspects, et notamment les aspects majeurs. Un aspect, c'est un angle entre 2 planètes, ou voire plusieurs planètes. Et l'idée, c'est de voir sur les signes de fond, qu'est-ce que ces signes ont en commun, qu'est-ce qui les différencie, comment les planètes se parlent entre elles, quelles sont les énergies auxquelles on est peut-être incliné, et si on est assez intelligent pour faire la part des choses, on prend note du message éventuel. Le but de mes lives aussi, c'est toujours d'essayer de revenir un maximum vers la lumière de la configuration, c'est un peu quelque part la chaîne Bisounours où on va chercher les bonnes infos, même si on n'est pas complètement naïf non plus. Mais voilà, et en troisième partie, je m'arrête sur vos commentaires, sur vos questions. N'hésitez pas à échanger dans le chat, à me dire, pour ceux qui regardent en direct, bien évidemment, je n'interviens pas forcément sur les commentaires après coup, parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions. Je m'en excuse pour ceux qui me laissent des commentaires après. Mais en tout cas, dans le chat en direct, je fais mon maximum pour vous répondre, pour interagir avec vous, pour répondre à vos questions si vous avez besoin. Et puis, je vous oriente aussi en fonction de la précision des degrés, l'importance que ça a pour vous de regarder dans votre thème si cette pleine lune vous parle ou pas. Donc voilà, une chose quand même très importante, c'est qu'ici, il faut avoir son thème astral sur les genoux. Sans cela, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et même si vous ne comprenez pas tout, rassurez-vous, c'est pas grave. Vous prenez ce que vous comprenez, vous laissez ce que vous ne comprenez pas, prenez votre temps pour infuser. Il y a beaucoup de symboles dans l'astrologie, il y a beaucoup de symboles dans un thème astral. Ici, on est là pour apprendre en s'amusant avec une méthode fun, simple et efficace. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps aussi de regarder qui c'est qui est arrivé en direct. Les membres de l'Astro Récré qui se font coucou, c'est trop mignon les filles. Alors, la carte, elle est là, hein. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Elle est ici, donc on a une pleine lune dans le signe de la Balance, opposée à un soleil en Bélier, à côté de Chiron, à côté de Jupiter. On va rebondir sur Vénus, ici, qui est... Alors, on a l'impression que Vénus est en Gémeaux. Méfiez-vous, suivez le trait rose ici, il va jusqu'au Taureau, au moment de la pleine lune. Je crois, hein, je me trompe pas. Oui, Vénus est encore en Taureau, dans son domicile, comme on dit en jargon astrologique. On a Mercure ici, au moment de la pleine lune, qui est aussi en Taureau. Mercure va rentrer en Taureau très... Je ne sais pas si Mercure, au moment où je vous parle, est déjà en Taureau, mais en tout cas, il arrive. Et il va rester longtemps, on va en parler un petit peu. On a Mars, qui est rentré en Cancer il n'y a pas longtemps, et puis on a l'éternel, Jupiter, on vient de le dire, Saturne en Poisson, Uranus en Taureau aussi, ici, hein.
Neptune en Poisson et Pluton en Capricorne. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Et donc cette pleine lune en Balance, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va revenir, comme je le fais toujours, sur les fondamentaux de la méthode GEM, hein, genre, élément, mode. On part en entonnoir pour comprendre le zodiaque, pour apprendre à son rythme. Donc ici, ce que la pleine lune en Balance, face au soleil en Bélier, on est dans un axe relationnel, on est dans des signes yang. Donc les signes yang, c'est les signes de feu et les signes d'air. Donc ils sont ouverts, ils sont sociables, ils sont expansifs. Donc ça, ce serait un peu la dynamique de cette lunaison. C'est assez dynamique. On est sur des signes cardinaux hein, qui avancent chacun, qui démarrent chacun une saison. Donc en ce moment, on est sur le cycle du Bélier, hein, c'est la renaissance du printemps. La Balance, elle, quand le soleil traverse la Balance, c'est le début de l'automne. Donc là, on entre vers un nouveau cycle. Et donc ce que ces deux signes ont en commun, ils avancent dans une direction, ils initient un chemin, ils suivent un élan. Sauf qu'ils ne suivent pas le même élan. Le Bélier suit son propre élan, son propre désir, alors que la Balance, elle va suivre l'élan du couple, l'élan de la relation, l'élan du duo, le fait qu'on soit à deux pour faire les choses. Donc il y a le je face au nous. Donc ça, c'est quelque part un petit peu, on a vu il y a 15 jours avec la nouvelle lune en Bélier, où on était invité à suivre notre propre désir. Et on va voir ici qu'il y a un mi-point. Ces signes sont en analogie avec les maisons 1 et 7, hein, donc le Bélier est en analogie avec la maison 1 qui représente l'ascendant, notre personnalité, notre attitude, et la Balance est en analogie avec la maison 7 qui représente la maison de l'autre en fait, là où on va rencontrer l'autre. Alors ce qui les distingue, c'est que le Bélier est un signe de feu, alors que la Balance est un signe d'air. Donc le Bélier, lui, sa volonté, hein, puisqu'on parle du soleil en Bélier en ce moment, sa volonté, c'est d'aller vers son moteur intérieur, il a de la vitalité, il a de l'idéalisme, alors que la Balance, elle, son besoin, puisqu'on parle de la Lune en ce moment, la Lune en Balance, son besoin, c'est plutôt l'esprit, le dialogue, la réflexion, la compréhension. Donc ils ne sont pas forcément toujours sur le même rythme. Donc je rappelle, le soleil, ce sont les buts, hein, un peu les valeurs, la volonté, alors que la lune, c'est plutôt une personnalité inconsciente qui est là, en dormance, tant qu'on ne l'a pas identifiée dans son thème en tout cas. Et elle va plus nous orienter sur nos besoins, notre sécurité intérieure, notre sensibilité, voilà. Donc ce cycle bélier, il nous invite à suivre notre élan, à suivre notre désir, notre je, notre volonté d'exister, de bouger, de passer à l'action, d'oser, d'avancer, de suivre une direction. C'est le signe de l'éclaireur, hein, c'est celui qui montre le chemin. C'est aussi le cycle de la précipitation. Et ici, donc c'est ce qui s'était passé avec cette nouvelle lune en bélier, la lune arrive en face, 15 jours plus tard, dans le signe de la balance, on est à un mi-point, donc ce besoin balance veut faire une pause, veut retourner à l'équilibre, le je devient le nous, on essaye de tenter des compromis, de la négociation, du partage. Alors la balance est un signe yang, mais c'est, j'ai envie de dire, presque la plus calme de tous les signes yang. Hein. C'est donc une lunaison qui nous invite à considérer une forme de délicatesse, de modération, de finesse. C'est le signe du couple, hein, du partenariat, des associations. Donc le tiraillement qui se joue ici entre cette volonté et ses besoins dans des signes opposés, c'est comment servir ma volonté propre et oser être unique tout en répondant à mon besoin d'équilibre relationnel. Donc peut-être que si vous êtes concerné dans votre thème astral par cet axe bélier-balance, ou même que vous ayez beaucoup de planètes en 1 et en 7 par exemple, bah, peut-être que ce sont des choses qui vont vous parler. Il y a aussi cet équilibre de la décision, parce que le bélier c'est un signe qui tranche, alors que la balance a tendance à hésiter, elle pèse le pour et le contre, elle s'adapte à l'autre, il y a une forme de mielerie. Donc peut-être que si vous êtes balance par exemple, cette pleine lune bah, vous invite à devoir décider quelque chose et vous n'êtes pas certaine du choix que vous devez faire, et le bélier de l'autre côté est en train de s'impatienter. Je me suis amusée aussi à vous ressouligner quelques ombres pour l'un et pour l'autre pour que vous compreniez bien la dynamique des signes. L'ombre de la lune en balance pour un soleil en bélier, bah, c'est de constater qu'elle a toujours le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, qu'elle dépend un peu de l'autre, du regard de l'autre. Hein. Elle est trop lisse, elle est trop douce, trop chichi. C'est un peu, comme disait ma prof, l'éducation à la british, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors que le bélier, il est beaucoup plus franc, plus spontané, plus vivant.
Mais le problème, c'est que la lune en balance, elle est surtout prisonnière de son besoin de plaire. Donc peut-être que ça va vous parler dans cette configuration de pleine lune qui arrive. Et l'ombre du soleil en bélier pour la lune en balance, c'est que ce soleil, il est braque, il est direct, un peu trop irréfléchi, un peu trop impulsif, parfois même un peu trop vulgaire. Il peut être colérique, agressif, tout ce que la balance déteste, bien évidemment. Il y a beaucoup de susceptibilité aussi hein, dans le signe du bélier. C'est un signe qui est toujours sur la défensive, qui considère l'autre comme un rival, comme un adversaire, alors que la balance considère l'autre comme un partenaire. Donc voilà, ça c'est à vous de voir sur quel pied vous dansez face à cette configuration. Donc peut-être que cette pleine lune remet en lumière des sujets sur les choix relationnels. Mais cette ambiance, elle va dépendre aussi de la place de Vénus, hein, puisqu'on parle du cœur avec Vénus, on parle des sentiments. Hein. La balance est quand même un signe très affectif. Et Vénus représente l'énergie affective, hein, l'énergie sentimentale, l'énergie du cœur, l'amour, le rapport sociable. Et où est-elle cette Vénus? Elle est, je vous l'ai montré ici, dans le signe du Taureau. Bon, elle est déjà bien installée. Elle est en Taureau depuis quelques jours déjà. Au moment de la pleine lune, elle sera à 24 degrés et elle va rester encore en Taureau jusqu'au 11 avril. Dans le signe du Taureau, on dit que Vénus est en domicile parce que le Taureau et Vénus ont une énergie commune. Mais ici, c'est une énergie de terre dans le signe du Taureau. Donc nous voilà dans cet axe relationnel à devoir intégrer une troisième énergie, l'énergie de la terre. Dans les lumières de cette configuration, s'il y a une tension relationnelle en ce moment dans votre histoire, Vénus reste cependant amoureuse, fidèle et engagée. Quand je dis Vénus, c'est pour les hommes aussi, hein, donc s'il y a des hommes qui écoutent et qui se retrouvent dans cette tension relationnelle, et le fait que Vénus soit en Taureau, peut-être que ça va vous parler aussi, et que quelque part, il y a quand même cette volonté de rester en place, puisque le signe du Taureau est un signe fixe. Voilà, c'est le fait que le signe de Vénus, au moment de la pleine lune, soit en Taureau, permet de rester ancré et de favoriser justement la diplomatie, peut-être même d'aller plus dans le sens de la balance que du bélier, puisqu'il y a des énergies communes, vu que le Taureau et la balance sont les deux maîtres de Vénus. Ce qui compte pour une Vénus en Taureau, c'est aussi la sécurité, de rester positif, quoi qu'il arrive, même dans la tempête. Et elle nous apporte aussi son brin de sensualité. C'est une Vénus qui reste paisible, sereine, et on affectionne les plaisirs simples. Mais surtout, cette Vénus en Taureau, elle va s'affairer sur des problèmes concrets, et peut-être des problèmes même matériaux. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi des questions en rapport, pourquoi pas, avec l'argent, puisque c'est une Vénus en Taureau, Vénus représente aussi la façon dont on gère notre argent, comment on se comporte face à l'argent, et le Taureau est un signe assez possessif. Voilà, pour le reste, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail parce que je vais dire beaucoup de choses, mais sachez que voilà, j'ai un article sur Vénus en Taureau. Si vous voulez aller voir votre horoscope vénusien, n'hésitez pas. Vous allez voir sur Astrophilosophe, hein, Vénus en Taureau par Astrophilosophe. Vous le trouverez facilement sur Google, dépêchez-vous parce que Vénus reste en Taureau que jusqu'au 11 avril. Ensuite, il y en a Mercure. Hein, donc là, je suis dans le processus pour expliquer aux débutants en astrologie. Mercure, il est là, il est aussi dans le signe du Taureau. En fait, il rentre en Taureau lundi, le lundi 3 avril. Donc Mercure, c'est la planète de la pensée, de la communication. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans une relation, Mercure est important par rapport à la façon dont on communique et dont on exprime nos idées et nos points de vue. D'ordinaire, Mercure reste plus ou moins 3 semaines dans un signe. Il va assez vite. Sauf quand il rétrograde. Il rétrograde 3 fois par an. Et ce sera le cas cette année avec son entrée de Mercure en Taureau, puisqu'il va rétrograder et il va rester dans le Taureau, hein, il ne va pas revenir forcément en Bélier, il va reprendre sa marche directe, et donc du coup il va rester en Taureau du 3 avril au 11 juin. Donc ça vaut quand même la peine de s'y pencher. Mercure en Taureau, qu'est-ce que c'est? C'est un discours calme, un discours posé, un discours diplomate, un discours réaliste, des idées concrètes, des idées pratiques. Mais ça peut être aussi têtu, hein. C'est un esprit qui veut avoir raison. Là aussi, l'article de Mercure en Taureau est fraîchement mis à jour hein, par rapport aux dates. Ça vaut le coup d'aller voir, puisque ça va durer 2 mois, Mercure en Taureau.
Observez le secteur de vie où se trouve le taureau dans votre thème. Ça va vous donner des renseignements sur le secteur de vie où les conversations vont avoir bon train, peut-être. Ça, c'est à vous de voir. Hein. S'il y a des choses qui vous parlent déjà, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Pour ceux qui débutent. Mercure en taureau va aussi s'intéresser à, parce que c'est l'intérêt de Mercure, hein, ça passe par le cerveau, Mercure. Il va s'intéresser à tout ce qui touche à la sécurité, à l'aspect matériel, encore une fois, hein, un peu comme Vénus. Et financier, à l'amour, à la sérénité, à la plénitude. Voilà. Et même au-delà de Mercure en taureau, moi j'ai plein d'articles sur le taureau. Hein. J'ai le taureau en quelques lignes, j'ai le taureau en maison, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog si vous voulez plus d'infos. Ensuite, on a Mars, qui est ici, le beau Mars en rouge, qui est rentré en Cancer il n'y a pas longtemps, après 7 longs mois de passage en Gémeaux. Donc Mars, c'est la planète de l'action, la planète de l'énergie, de l'impulsion, du mouvement et du désir. Donc c'est la planète du Bélier. Donc lui, comment il soutient? Il ne soutient pas très bien le Bélier parce qu'il est dans le signe du Cancer, une autre énergie. Il est en Cancer depuis le 25 mars et il va rester jusqu'au 20 mai. Donc il pourrait y avoir cette tension. Autant Vénus favorise le côté balance, j'ai envie de dire, avec son passage en taureau, même s'il y a encore de la différence entre l'air et la terre. Mars, on ne peut pas dire qu'il soit du côté du Soleil ou de la Lune, puisqu'il est dans un troisième signe cardinal, un signe plutôt passif, on a envie de dire. Lui, son truc, c'est le clan familial, protéger la famille. Et voilà, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi des tensions dans la relation par rapport aux enfants. Ça, c'est à vous de voir comment ça se place dans votre thème. Là, par contre, pour Mars en Cancer, je suis désolée, j'ai jamais pris le temps d'écrire l'article, mais on en a parlé à la nouvelle lune il y a 15 jours, donc n'hésitez pas à revenir en arrière si ça vous intéresse. Ici, à quoi Mars s'active quand même? On va regarder 2-3 mots-clés. Hein. Dites-moi, hein, si vous avez Mars en Cancer, dites-nous un petit peu comment vous vivez ce Mars en Cancer de manière positive. À quoi s'active-t-il? Peut-être qu'il s'active au fait maison, hein, parce que c'est un peu le symbolisme du Cancer, c'est le faire maison. Donc on est assez créatif, hein, on fait ses tricots soi-même, on cuisine, on fabrique des objets soi-même. On s'occupe bien de ses enfants, de sa maison, de son jardin. Il y a un intérêt pour la décoration intérieure, donc peut-être que Mars en Cancer s'affaire en ce moment à peut-être remettre un petit coup de neuf dans son habitat, à repeindre un mur, allez savoir. Ça peut être aussi tout ce qui touche à l'immobilier. Et donc voilà. Après, on a Jupiter, ici, qui est la planète du Sagittaire, ici, qui est dans le signe du Bélier. C'est la planète de la croissance, du développement, de l'épanouissement, mais aussi des excès. En Bélier, encore jusqu'au 16 mai. Alors, pour les débutants, je vous rappelle, Jupiter reste plus ou moins 1 an dans un signe. Il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Ici, Jupiter est entré en taureau. Il va rentrer en taureau le 16 mai. Et il va rester jusqu'au mois de mai 2024, jusqu'au 26 mai 2024, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, il y a un atelier qui va bientôt arriver début mai, si ça vous intéresse. Je vous en reparlerai plus tard. Mais en attendant, Jupiter est encore en Bélier. Mais je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la partie technique. Ça aura plus d'intérêt de le comparer avec les autres planètes qu'il touche. Et puis on a Saturne, la planète de la maturité, la planète de l'expérience. Elle est là, Saturne. Elle fait le tour du zodiaque en 30 ans, donc elle reste plus ou moins entre 2 et 3 ans dans un signe. Donc c'était un grand événement en 2023, puisque Saturne était en Verseau depuis 3 ans. Il vient de rentrer en Poisson le 7 mars. Et donc la leçon de Saturne implique le symbolisme du Poisson, qui sont très nombreux. Hein. Saturne, c'est une planète de contrôle, c'est une planète de maîtrise, d'expérience et de sagesse dans le dernier signe du zodiaque. J'ai croisé une information dans l'actualité qui m'a fait penser au symbolisme de Saturne en Poisson, donc j'avais envie de vous le partager. Alors, ça, parce que ça a fait écho par rapport à ce que je vous proposais dans mon atelier de Saturne en Poisson, que vous pouvez toujours vous procurer sur mon blog d'ailleurs, hein, que si on n'avait pas la notion charitable, par exemple, dans notre thème astral, c'est un exemple de symbole parmi tant d'autres. Parce que le Poisson est un signe extrêmement dévoué, plein de bonté, hein, c'est le cœur qui parle, extrêmement charitable, il donnerait sa chemise pour le plus démuni. Et si par exemple on n'a pas cette notion en nous, dans notre caractère, hein, la charitabilité n'est pas un sujet pour nous, peut-être que Saturne, en restant 3 ans dans ce signe, va nous inviter à poser notre loupe sur qu'est-ce que c'est que donner son amour de façon inconditionnelle. C'est une façon d'interpréter. C'est pas la façon ultime, il y a plein de façons d'interpréter, mais c'est une idée qui m'était venue.
Et j'ai vu dans l'actualité, justement, suite aux grèves en France, qu'il y avait des caisses solidaires qui s'étaient mises en place pour soutenir les gens, pour soutenir les grévistes. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment ces caisses ont atteint des sommets records, hein, des montants records. Et je trouvais ça fascinant parce que je dis, bah tiens, on parle de dons. Et donc peut-être que Saturne matérialise ça, le don, en ce moment. Et j'ai vu aussi, parce que le poisson c'est aussi le signe de l'art qui suscite l'émotion, donc le signe des artistes. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une cagnotte spéciale qui s'était mise en place. Alors je peux pas garantir que c'était pour les grévistes, je suis plus sûre pour le coup, mais j'ai vu ça dans l'actualité la semaine dernière, qu'il y avait une cagnotte où il y avait un collectif d'artistes qui s'était mis en place pour vendre leurs œuvres aux enchères à des buts non lucratifs, hein, du coup. Donc voilà, je trouvais que c'était des beaux symbolismes, j'avais envie de vous partager ça. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vachement intéressant. Et puis on a, pour les débutants, je rappelle, Uranus qui est là en taureau, Neptune en poisson et Pluton qui vient tout juste de rentrer en Verseau pour quelques semaines. Mais ici, je ne vais pas vous en parler, je vous en parlerai plutôt dans la partie technique parce que ça n'a pas trop d'intérêt, vu que ce sont des planètes générationnelles, elles ont un impact un peu plus inconscient dans notre thème astral. Bon, Pluton en Verseau, il y a beaucoup d'angles sur le sujet, hein, mais on va rester prudent parce que on va d'abord observer ce qui se passe. Hein. On a 20 ans pour le regarder, ce Pluton en Verseau à l'œuvre. J'avais juste envie de souligner quelque chose. La dernière fois que Pluton a traversé le signe du Verseau, c'était à l'ère de la Révolution française, mais je tiens quand même à souligner, en 1789, Pluton était déjà à 18 degrés du Verseau, si je ne me trompe pas, et en plus, il y avait une autre configuration dans le ciel à cette époque-là, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est que Uranus était en Lion, donc opposé à Pluton. Donc il y avait vraiment le groupe et le roi, hein, face à face. Donc c'était pas du tout le même scénario, hein, donc n'allons pas trop vite avant de tirer des conclusions. D'autant plus que dans les années à venir, justement, Uranus et Pluton vont former un magnifique trigone, notamment quand Uranus va rentrer en Gémeaux en 2025. Pluton, il aura déjà fait quelques allers-retours, hein. Pluton il va revenir un peu en Capricorne cette année, et puis il va revenir en Verseau. En fin d'année 2024, il reviendra encore un peu en Capricorne, c'est important de le préciser. Et puis 2025, il s'installera définitivement en Verseau, et à ce moment-là, Uranus entrera en Gémeaux, 2 signes d'air. Donc Uranus et Pluton seront en trigone. Et comme ce sont des planètes générationnelles, on peut espérer quelque chose de positif, de beaucoup plus dynamique, où il y a du changement, il y a de l'adaptation, il y a de l'intelligence, il y a de la conscience, voilà, ça peut être intéressant. Bon, c'est pas tout de suite, mais... Et en plus, on aura Neptune en mi-point en bélier. Donc voilà, ce sera un super triangle mineur. C'est là où ma foi naïve de bisounours se dit qu'on va vers le bon. Donc voilà, ça c'était déjà un petit peu pour présenter les planètes. Je vais faire une petite pause sur vos commentaires, pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas, avant que je passe à la partie technique. Vénus serait le désir de Mars et la réalisation de ce désir. Oui, d'ailleurs, c'est un des chapitres, dans mes chapitres sur Vénus et Mars, dans ma formation l'astro-récréative, j'explique ce que Vénus veut, Mars le peut. Maintenant, il faut voir dans votre thème comment cette Vénus et ce Mars communiquent ensemble. Parce que peut-être que Vénus, si on a une Vénus en bélier, justement, et un Mars en cancer, l'énergie du cancer n'arrive pas toujours à répondre au désir de Vénus en bélier, parce que c'est pas du tout la même énergie. Et c'est là où l'astrologie et l'étude de son thème astral est intéressante. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas trouver des clés. Mais il faut aller les chercher. Mais bon, ça nécessite un peu d'étude quand même, parce qu'on peut pas expliquer tout en 1 heure. Hein. Bonjour Laurence, je suis Taureau en maison 3. Il doit y avoir un bon charisme dans la voix, parce que la maison 3, c'est la maison de l'expression, hein, c'est la maison de l'intelligence aussi, donc c'est une intelligence pratique. Maintenant, s'il y a des planètes à l'intérieur, ça peut... Ou alors si on a Uranus en ce moment, justement, qui traverse cette maison 3, ça donne la conscience de la voix, par exemple, puisque on dit que les taureaux, ils ont une belle voix. D'ailleurs, c'est le signe du chant, le taureau. Donc, je trouve que ça va bien avec la maison 3. Le travail de la voix. Je sais pas si ça va te parler, Laurence. Si t'as pas de planète à l'intérieur, c'est peut-être pas inné. Louise qui nous dit, je suis Verseau, Lune Verseau, Saturne Verseau en maison 4. Ça fait du monde, ça. Hein, on commence à parler d'amas planétaire.
Donc il y a une sensibilité Verseau, il y a une volonté Verseau, mais il y a aussi le travail du Verseau. Donc c'est pas forcément inné. Donc après c'est à toi de voir comment tout ce petit monde-là est aspecté. Parce qu'il peut y avoir plein de théories et plein d'interprétations. Donc je vais pas me rentrer, sans le thème, je vais pas rentrer dans le débat. Mais voilà, le Verseau est important dans ton thème astral et au cours de ta vie. Ça c'est inné. Laurence qui dit Mercure à l'intérieur. Ah ouais, Mercure en taureau. Oh bah oui, alors en plus Mercure est à sa place en maison 3. Parce que l'analogie, hein, vous savez, chaque signe va avec une planète, mais va aussi avec une maison. Donc il y a un vocabulaire commun à ces trois-là, même s'il faut bien différencier que le signe, c'est un peu l'ambiance, le labyrinthe, l'énergie. La planète, c'est un peu le personnage qui vient apporter son autre énergie j'ai envie de dire, dans le champ. C'est même pas le champ d'action, parce que le champ d'action, c'est encore la maison, mais en tout cas dans l'ambiance, les couleurs, les mots, le vocabulaire du signe, et la maison représente le secteur de vie, le champ d'expérience où il se passe les choses. Il faut bien comprendre que pour interpréter une maison dans un thème, une maison en signe dans un thème, il faut connaître les symboles, parce que c'est grâce au transit planétaire qu'on expérimente ces champs d'action et qu'on expérimente ces maisons. Donc voilà. C'est un peu plus complexe que ça, l'astrologie, même si on fait notre maximum pour simplifier les choses, mais en tout cas c'est un chemin qui a un début mais qui n'a pas de fin. Ok, donc je vais partir sur la partie technique. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme figure? D'abord on essaie de regarder, il y a une théorie hein, qu'on voit dans le chapitre 6 de l'astrotechnie, qui est en promotion en ce moment, je vous le rappelle. On a toutes les planètes à gauche, c'est-à-dire sur l'hémisphère... comment qu'on appelle ça? De l'indépendance, j'aime bien dire, sauf la Lune. Donc c'est une figure de seau, quelque part, si vous imaginez, c'est comme un seau avec la anse. La Lune devient la anse de ce seau. Donc tout le monde est dans le camp de l'hémisphère du « je suis indépendant, je suis autonome, je peux m'en sortir tout seul, je n'ai besoin de personne ». Ce serait le mode bélier, hein, même si on voit, le bélier il est là, hein, mais par rapport à l'archétype, on dirait que le bélier c'est un peu l'ascendant. Sauf que la Lune, elle, non seulement elle se distingue dans le signe de la Balance, mais en plus sur la carte de Paris, donc si vous habitez en France, elle est en maison 7, qui est la maison de la Balance, qui est la maison du partage. Donc c'est facile à interpréter, parce qu'on n'a que deux énergies. Voilà, la Lune en Balance, c'est dans sa propre maison. Dans le secteur du duo, de l'autre, du partenariat. Il y a donc bien un message pertinent où la sensibilité nous rappelle qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut se soutenir, qu'on peut partager, qu'on peut demander de l'aide, même si on a envie de faire tout seul dans ce cycle Soleil en Bélier, et qu'on peut faire les choses ensemble, et qu'on peut se parler sans se crier. Parce que la Lune en Balance, elle a un don, celui de l'écoute. Alors je dis bien la Lune, hein, pas forcément... on n'a pas forcément le don de l'écoute parce qu'on a une planète en Balance. Hein. Votre serviteur a son Soleil en Balance, son mari a la Lune en Balance, et c'est lui le spécialiste de l'écoute. C'est vraiment pas moi. Voilà, ça peut aider aussi certains individus qui sont blessés parce qu'on a Chiron, justement, à côté du Bélier. C'est là où on rentre un petit peu tout doucement dans les astéroïdes, bien que Chiron, j'ai pas beaucoup de livres sur Chiron, enfin j'en ai pas du tout en fait, hein, et j'ai pas encore pris le temps d'en acheter un, et j'ai pas forcément envie de partir sur des informations sur internet. Je prendrai le temps de découvrir quel livre je vais acheter sur Chiron, donc je vais pas beaucoup en parler, si ce n'est que j'ai compris que c'était un peu le centaure guérisseur, hein. Donc peut-être que le fait que Chiron soit collé au Soleil en Bélier en ce moment, on a certains individus qui souffrent plus que de coutume, hein, parce que c'est amplifié aussi par Jupiter. Mais la présence de Jupiter à côté de Chiron peut aussi se symboliser comme une ouverture à la connaissance de soi, apprendre à se connaître, partir à l'aventure de son être et de son unicité, de découvrir qui on est au plus profond de soi, peut-être même pour guérir justement à côté de cet ego un petit peu blessé. C'est des idées qui me sont venues. Et avec l'opposition de la Balance, on peut justement rencontrer l'autre qui peut nous aider et nous conseiller avec ses mots dans cette guérison. Ça, c'est une première idée d'interprétation pour cet aspect. Ensuite, on a un autre aspect challengeant, et ce sera le seul, après on va basculer dans le bleu.
on a un carré de Mercure en Taureau. Donc un carré, c'est un angle de 90 degrés entre deux signes. Donc dans la roue du zodiaque, le Taureau est en carré au Verseau. Et donc Mercure en Taureau est en carré à Pluton en Verseau. Et donc ça peut s'interpréter comme une tension dans les idées, malgré toute cette diplomatie dont on peut disposer. On ne partage pas forcément tous les mêmes idées. Quand on a une planète de l'individu, comme Mercure, en carré à une planète lente dans son thème, comme c'est le cas ici pour Pluton, ça voudrait dire, c'est une des théories, qu'il y a une divergence d'opinion entre soi et notre génération sur certains points. Et ici, entre signes fixes, eh bien, c'est une tension qui reste en place et qui est fixe et qui ne bouge pas. Chacun est campé sur ses positions. Donc peut-être que voilà, si vous êtes impacté, si vous avez des planètes significatives au début du Taureau ou du Verseau, peut-être même au début du Scorpion et du Lion, hein, puisque vous allez du coup faire... Votre planète va faire aussi un carré avec ces signes-là. Peut-être qu'il y a une tension, un rapport de force dans le débat. On a d'un côté l'esprit taureau qui veut travailler et rester dans la matière, qui veut garder ses acquis. Et puis d'un autre côté, on a un collectif qui révolutionne, qui veut changer les choses, ça c'est en Verseau, qui veut réformer. Mais bon, à part ça, voilà, c'est le seul carré un petit peu distendu. On a aussi deux beaux, ce qu'on appelle triangles mineurs. Donc ici, vous voyez une espèce de triangle, hein, puisqu'on a des planètes en trigone, un angle de 120 degrés entre deux planètes qui sont dans des signes du même élément. Et puis on a une autre en signe de feu, enfin, ou de terre, ça dépend. Bref, je suis en train de m'en mêler les pinceaux, mais ça va aller. On a un premier beau triangle, mais c'est un triangle dissocié. C'est-à-dire qu'on a Vénus en Taureau, en trigone à Pluton, en Verseau, parce que là, il y a la fin du signe et l'autre est au début. Donc, c'est pas un vrai trigone. Le vrai trigone, en fait, il va arriver le 11 avril, quand Vénus va rentrer en Gémeaux. Hein, pour l'instant, Vénus est en Taureau, elle est à la fin du Taureau, donc elle forme déjà ce trigone à Pluton. Mais le vrai trigone, c'est quand Vénus entre en Gémeaux le 11 avril, et là, va former un trigone à Pluton. Et donc, on peut imaginer qu'il y a... J'entends du bruit, j'espère que vous ne l'entendez pas comme moi. On peut imaginer qu'il y a un sentiment de liberté qui se prépare pour certains, si vous êtes concerné par l'air, une bouffée d'oxygène et peut-être même une bonne nouvelle financière. Neptune est en mi-point en Poisson, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est un peu dissocié. Il est surtout en sextile parfait avec Vénus, hein, qui est en Taureau. Mais bon, pour le reste, voilà, ça peut être un quart d'heure tranquille et inspirant pour cette partie. L'autre triangle plus intéressant, c'est le trigone de Mars à Saturne. Donc ici, Mars, c'est une planète d'action. Saturne, c'est une planète de concrétisation. Mais ils sont tous les deux dans des signes d'eau, hein, puisque Mars est en Cancer, Saturne est en Poisson. Ces deux-là, tout seuls, c'est un peu Boromir et Gandalf, j'aime bien dire. Boromir pour le Mars, hein, Arès, Gandalf pour Saturne, Chronos. Dans la même barque, au milieu de l'Atlantique, hein, puisque ça se passe en eau. Mais, et leurs forces, hein, du coup, se sentent un petit peu inutiles au milieu de l'océan. Heureusement, on a Mercure en mi-point. Donc je vous remontre ici, hein, Mars en trigone à Saturne. Et puis ici, on a Mercure en Taureau en mi-point. Donc heureusement, quelque part, ce Mercure en mi-point les accompagne et les aide à réfléchir concrètement comment rejoindre la terre ferme. Mais une terre ferme qui reste quand même paisible et simple à vivre. Donc ça, c'est un peu l'image que je me suis donnée avec ce triangle mineur. Et donc à un niveau plus collectif, ces trois-là réunis, c'est pas mal pour discuter, pour agir et concrétiser aussi avec une vue long terme. Et enfin, on a aussi, pas enfin, je vous en parle après, on a une conjonction Vénus-Uranus, hein, ici, ça peut être des surprises financières. Alors des surprises financières, ça peut être des bonnes comme des moins bonnes, hein, ça dépend comment ça se passe dans votre thème, vous n'êtes pas forcément concerné, c'est surtout si vous êtes... donc Vénus est à 24, Uranus est en Taureau à 17, donc cette conjonction, elle commence tout doucement à se dissoudre, elle sera bientôt terminée, mais elle peut être favorable pour les taureaux et pour tous ceux qui ont une planète en aspect, j'aime bien dire, majeur à cette conjonction. En tout cas, il y a du renouveau dans les relations, ça peut être ça aussi. Moi, ce qui m'intéresse surtout, pour terminer sur cette partie technique, sur les aspects,
c'est de vous parler de l'opposition de Cérès à Neptune. Justement, on en a parlé il y a 15 jours de Cérès. Je suis en train de la découvrir tout doucement à mon rythme. On a Cérès ici. Alors, il y a 15 jours, Cérès était en balance. Mais Cérès a fait marche arrière, elle est en mode rétrograde. Peut-être qu'elle a un peu moins d'énergie, mais elle est quand même là. Et elle revient en Vierge. Pour certains astrologues, on considère que Cérès est en domicile en Vierge. Ça à l'appréciation de chacun. Moi, je ne me positionne pas parce que je ne la connais pas encore bien assez, mais j'aime bien aller dans l'idée que Cérès va encore bien avec la Vierge. Et Cérès est en opposition parfaite, hein, quasi. Enfin, il y a 1 degré d'écart. Hein. Cérès est à 26,58 de la Vierge et en opposition à Neptune à 25,54. On a parlé de Cérès Balance, la mère nourricière qui cultivait le dialogue. Ici, en rétrograde, elle est peut-être moins active, mais elle est revenue un peu dans son domicile. Si vous avez une planète significative sur le 25e ou le 26e degré de la Vierge ou même du Poisson, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le rêve et la réalité. Comment Cérès peut-elle s'organiser pour satisfaire le rêve d'âme de Neptune en Poisson? Il y a cette partie rêve et réalité, illusion, doute, tout ça, ça se mélange, on ne sait pas qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Moi, c'est un axe qui m'a énormément parlé, étrangement, parce que cette opposition se pose parfaitement sur mon axe des nœuds, puisque j'ai le nœud sud en Poisson à 26 degrés, donc Neptune est pile dessus en ce moment, et donc du coup j'ai mon nœud nord à 26 degrés de la Vierge, donc Cérès est pile dessus. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu d'un point de vue concret, personnel, parce qu'au-delà de l'interprétation, des fois il faut aller chercher des scénarios concrets pour se dire tiens, ça va bien avec ce symbolisme-là. Moi par exemple, mon rêve de vivre de mon métier d'astrologue, hein, qui est justement de l'interprétation, qui va bien un peu avec l'énergie Poisson, mais Cérès en Vierge se dit comment tu vas mettre en place des choses pour garantir ta sécurité, comment ça va te nourrir surtout, hein, parce que c'est ça le but, il faut qu'à un moment donné ça te nourrisse. Ce sont des idées d'interprétation, c'est des choses qui me parlent beaucoup. En tant que mère aussi, en tant que maman, je suis un peu aussi dans cet axe où je me pose des questions pour mes enfants qui arrivent tout doucement à la fin de leurs études secondaires. Et comment je peux accéder, leur donner accès à leurs rêves d'études supérieures, par exemple, peu importe la voie qu'ils choisiraient, mais que je puisse aussi, encore une fois, garantir cette sécurité. Qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est faisable, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Comment concrétiser nos aspirations, en fait, hein, c'est un peu ça, cet axe. Et donc on est dans un axe mutable, hein, donc ça tourne dans la tête, hein, on se demande si c'est possible, si c'est accessible, si c'est réaliste, comment on organise ça. Voilà, ça c'est, il y a une tension mentale, l'activité cérébrale est très agitée aussi. C'est l'axe, la Vierge et le Poisson, c'est l'axe de l'aide et du service, hein, mais il y a le côté guérisseur d'un côté et le côté un peu sauveur. Donc comment on s'y retrouve, comment faire confiance à nos croyances, comment limiter nos doutes. C'est pas facile hein, comme axe. Est-ce qu'on croit au miracle ou est-ce qu'il va falloir travailler plus que d'habitude? Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dedans. Et j'avais lu justement dans le livre Asteroids and Goddesses que je vais vous relire le paragraphe hein, pour le coup hein, de ce livre de Demetra George, si je ne me trompe pas. Oui. Il parle de quand il y a dans le thème, si vous avez par exemple une opposition Cérès-Neptune, ou si vous avez un aspect parfait entre Cérès et Neptune dans votre thème, ça explique les principes nourriciers de Cérès s'allient à la pulsion transcendante de Neptune. Hein. Cette combinaison peut indiquer une sensibilisation de l'impulsion nourricière pour créer une profondeur de compassion et d'empathie pour tous les êtres. Les aspects harmonieux peuvent signifier le désir de donner de façon désintéressée, basée sur l'expérience de l'amour inconditionnel et absolu, obtenu à travers les dévotions spirituelles. On rentre dans un langage un peu perché, mais pour ceux qui comprennent. Cet aspect peut également symboliser une sensibilité psychique aux émotions des autres qui permet à ces individus de servir de guérisseurs et d'aide dans leur rôle ou profession choisie. Les aspects stressants, donc par exemple peut-être un carré ou une opposition, peuvent indiquer des perceptions irréalistes des personnes aimées,
et les sentiments de déception ou de tromperie qui en découlent. Le besoin émotionnel qui en résulte peut prédisposer l'individu à jouer la victime pour recevoir de l'attention sous forme de soutien, ou bien incapable de supporter la douleur émotionnelle et l'isolement, cette personne peut se réfugier dans diverses formes d'évasion ou le repli sur soi. La résolution de ces défis consiste à trouver sa source de nourriture à travers l'expérience de l'unicité et de l'unité qui relie tous les êtres. Répondre aux besoins des autres sans se sacrifier permet également à l'individu, Cérès-Neptune, ou à la pleine lune qui nous concerne, puisque Cérès-Neptune est en face, de satisfaire son propre désir de plénitude et d'unité. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous partager pour cette pleine lune. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont parlé, dites-moi. Je vais revenir sur vos commentaires et vos questions. Dites-moi un peu qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez des questions. Pour les débutants, n'hésitez pas à me donner votre soleil, me dire j'ai le soleil dans tel signe, peut-être même dans telle maison, à tel degré. On va essayer de rester simple, hein, ça ne sert à rien de me déblater en 5 lignes tout votre thème astral, parce que je ne pense pas que je m'arrêterai sur ce genre de commentaires. Du coup, j'aime bien que les choses soient simples, même si vous n'avez qu'une petite partie de l'interprétation, le but c'est d'apprendre ici à décortiquer. Après voilà, si vous voulez aller plus loin, moi j'ai des formations pour ça, dont je vous reparlerai un petit peu à la fin de ce live. Et ensuite je terminerai aussi avec les mouvements de cette pleine lune, les mouvements planétaires de cette pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Martine qui dit Mars en Poisson, en maison 2, Vénus en Vierge, en maison 8, et opposition, conjonction à Jupiter. Donc, Mars en Poisson, dans ton thème, ça veut dire que, à combien de degrés? Ça aurait été intéressant de mettre les degrés du coup, parce que moi j'aime bien la précision, c'est vraiment pertinent. Parce que quand je lis Mars en Poisson, en fait, moi tout de suite mon cerveau il pense à Saturne qui est en Poisson en ce moment, mais c'est pas le même impact si tu as un Mars à 0 ou 2 degrés que si ton Mars en Poisson il est à 15 degrés. Ça, je vous explique ça pour le futur, hein, si vous revenez dans 15 jours, parce que Saturne est en Poisson à 2 degrés en ce moment. Mais bon, Mars en Poisson, bah, c'est aussi... Pour le coup, le fait que Mars soit en Cancer en ce moment, ça forme un trigone à ton Mars en Poisson. Donc étrangement, ça peut peut-être te donner de l'énergie, même si c'est dans des signes passifs. Ou en tout cas, il y a une activité qui s'affaire autour de l'énergie, j'ai envie de dire un peu invisible de l'eau. Ça, c'est à toi de voir. Tu dois... Depuis le temps que tu viens, Martine, je pense que c'est pas la première fois que je te croise dans les commentaires, donc je pense que tu connais bien le symbolisme. À toi de me dire hein, si ça passe. Et ça se passe en maison 2, donc dans la maison des finances. Vénus est en Vierge, donc Vénus en Vierge, elle sait compter ses sous. Donc ouais, toi, du coup, pour le coup, t'es concerné par cet axe. Peut-être même que t'es concerné par l'axe Cérès-Neptune. Et qui dit, j'ai Cérès en Gémeaux, ma nourriture, les livres. Ah oui, la livre, parler, échanger, voilà. Et donc, je trouve que c'est assez facile. Alors, si on n'a pas d'enfant, on peut considérer Cérès dans notre thème comme un peu notre côté mère universelle, hein, ou père universel, peu importe. Hein, c'est comment on nourrit le monde, hein, quelque part, comment on le materne, mais cérébralement en fait. Et donc à toi de voir, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que la nourriture Gémeaux est quelque chose que tu transmets à tes enfants, si tu en as, je ne sais pas si tu as des enfants en fait. Brigitte qui dit merci, soleil à 24 degrés en bélier. Ok, la pleine lune elle a lieu à 16, Jupiter est à 20, donc Jupiter se rapproche de ton soleil, ça c'est positif ça. En maison 3, il est tout seul, il n'a aucun aspect dans mon thème. Ça veut dire qu'il est isolé. Tu as un soleil isolé, il n'y a aucun aspect... Quand une planète est isolée dans un thème, c'est-à-dire qu'elle ne forme aucun aspect avec les autres, aucun aspect majeur toutefois, ben... c'est une planète qui s'exprime toute seule en fait, qui n'est ni canalisée par une opposition à un carré, ni qui n'est ni favorisée par un trigone ou un sextile. Ça veut dire que en fait on peut, c'est un électron libre. La planète isolée devient un électron libre qui peut soit exposer toutes ses plus belles lumières comme ses plus beaux excès et ses plus beaux défauts, puisqu'il n'y a personne pour la canaliser. Donc il faut vraiment aller à la rencontre du symbolisme de ce signe pour voir comment on se situe par rapport à ça, quoi. Surtout pour un soleil. Après, j'ai jamais pu avoir en consultation ce genre de cas pour avoir une expérience à partager. Mais... Alors, Sandrine, j'ai Mars à 4 degrés du Poisson,
conjoint à mon milieu du ciel. Ok, donc Saturne arrive. Hein. Saturne, il arrive bientôt, hein, il est en route. Je pense que l'aspect est déjà... Alors, Saturne, il a combien là? Il est à 3 degrés, donc l'aspect est déjà en train de se former parce qu'un aspect, un transit d'une planète sur un point de notre thème, c'est -2 + 2. Donc, si tu as une planète à 4 degrés, ça veut dire que quand Saturne arrive à 2, plus ou moins, hein, j'arrondis, hein, y a aussi les minutes, hein, bien évidemment, à prendre en considération. On peut aller chercher des dates précises sur Astrothème si on veut. Quand il arrive à 2 degrés, bah, il commence la conjonction, Saturne commence sa conjonction à ton Mars. Quand Saturne sera à 4, il sera en conjonction parfaite. Et quand Saturne sera à 6, eh ben, on pourrait dire que la conjonction se termine. Sauf que toi, tu vas vivre 3 passages, puisque Saturne va rétrograder cette année au mois de juin à 7 degrés, il va revenir en arrière, et au mois de novembre, il va reprendre sa marche directe à 0. Donc, tous ceux qui ont une planète, et ça je l'explique très bien dans mon atelier Saturne en Poisson, si vous voulez faire votre horoscope autour de Saturne, allez-y. Hein. Vous avez des infos sur mon blog, ou sur Insta. Saturne, tous ceux qui ont une planète entre 0 et 7 degrés, du Poisson, de la Vierge, du Gémeaux, du Sagittaire, du Cancer, du Scorpion, ils vont être impactés par l'énergie de Saturne. Donc il faut aller à la rencontre de cette énergie de Saturne, observer comment ça se passe dans notre vie, et voilà, appréhender, identifier, laisser infuser, et quand il rétrograde... Le premier passage, il se passe un truc. Le deuxième passage, on réfléchit sur ce truc. Le troisième passage, si on a bien fait le boulot pendant la rétro, bah, ça glisse comme une lettre à la poste. Si on a repoussé le problème, bah, le troisième passage, il est un peu plus délicat. Donc ça, c'est un tip gratuit que je vous offre, pour ceux qui comprennent. Les mouvements de cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, le 3 avril, lundi, on a Mercure qui rentre en Taureau, qui va rétrograder le 21 avril à 15 degrés. Donc là, pareil, hein, si vous avez des planètes entre 5 et 15 degrés, bah, vous allez vivre 3 passages de Mercure par rapport à ce Taureau. Le 15 mai, il reprend sa marche directe à 5 et puis il rentrera dans le signe du Gémeaux le 11 juin. Donc on a un Mercure en Taureau, je vous le rappelle, du 3 avril au 11 juin. Le 6 avril, on a cette fameuse pleine lune en Balance jusqu'au 7 mai qui va former... Oui, non, c'est en dessous, la ligne d'en dessous. Le 11 avril, on a Vénus qui rentre en Gémeaux jusqu'au 7 mai. Et dès que Vénus rentre en Gémeaux, eh ben, elle forme son fameux trigone parfait à Pluton en Verseau. Donc tous ceux qui ont des planètes en mer à 0 degré devraient bénéficier de ce beau trigone Vénus-Pluton. Le même jour, le 11 avril, on a une belle conjonction Soleil-Jupiter à 21 degrés. Donc tous ceux qui ont une planète à 21 degrés d'un signe de feu, par exemple, que ce soit le Bélier, le Sagittaire ou le Lion, ils peuvent bénéficier d'un sentiment de bien-être de cette conjonction Soleil-Jupiter. Le 14 avril, on a Vénus Gémeaux qui sera en carré à Saturne Poisson. Ça, je laisse les férus d'astrologie deviner ce que ça veut dire. Ça se passera à 4 degrés. Le 15 avril, Jupiter, à 22 degrés du Bélier, entame un carré dissocié à Pluton en Verseau, qui durera jusqu'au 21 juin. Le carré parfait, quelque part, du fait que Jupiter va rentrer en Taureau et là formera un carré à Pluton en Verseau. Ça se passera du 16 mai au 10 juin par l'entrée de Jupiter en Taureau. Donc là, on en reparlera aussi. Ça peut être encore peut-être un peu des tensions pour les signes fixes qui sont au tout début du décan. Pour ceux qui s'intéressent aux astéroïdes, le 15 avril, on a aussi Vesta qui rentre en Taureau jusqu'au 22 juin. Le 20 avril, on a un soleil en Taureau. Et le même jour, la nouvelle lune, mais en bélier. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, on a la nouvelle lune en bélier, à 4h11 temps universel, à 29 degrés 50. Donc, on a une deuxième nouvelle lune en bélier. On a eu la première à 0 degré, celle-ci, elle a lieu à 29. Et puis, quelques heures après, en fait, le soleil rentre en Taureau. Donc, en fait, ça va un peu perturber parce qu'on va réinverser les axes où on aura un soleil en Taureau et une pleine lune en Scorpion, mais qui ne sera pas en analogie, du coup, avec la nouvelle lune en bélier. C'est un peu voilà, comme une nouvelle lune en Taureau, mais c'est en bélier. Donc c'est un peu perturbant. Et si tout va bien, tout ça, je viens vous en reparler dans 15 jours, le dimanche 16 avril à 10 h. L'actualité d'Astrophilosophe, pour terminer, si j'ai encore une minute, je reviendrai sur vos commentaires. La promo de printemps sur mes 2 premières formations, j'ai nommé l'Astro Récré et l'Astro Technie. Vous avez 25% de réduction sur l'Astro Récré, tout est écrit dans mon blog. Avec les codes, 15% sur l'astrotechnie pour apprendre à lire son thème
soit pour apprendre les bases de son thème astral, soit pour un peu s'améliorer au niveau des aspects. Ces formules sont vendues en toute autonomie et en réduction jusqu'au 19 avril. Et en souscrivant à ces formules, en fait, vous apparaissez en haut de la liste pour, si jamais, à l'automne prochain, vous souhaitez rejoindre les coachings. Parce que chaque année, je réouvre ces formations, mais avec les coachings. Donc, les coachings sont vendus séparément, bien évidemment, à un différent prix. Mais en tout cas, si vous optez déjà pour la formule en toute autonomie, vous avez plus de chances d'accéder à ces coachings que si vous attendez la dernière minute, parce qu'il y a souvent un nombre de places limité. Voilà, et les tout débutants qui me découvrent, ben, je vous invite à aller télécharger ma formation gratuite, découvrir son profil astral de base, hein, que vous pouvez aussi trouver soit sur Instagram, soit sur mon blog. Pour le reste, je vous donne rendez-vous ici dans 15 jours ou sur Instagram. Donc voilà. Sandrine, merci. Steph, merci. Nathalie, merci, merci. Merci beaucoup à vous. Vous n'avez plus de questions, j'ai encore 3 minutes, hein, si vous voulez, c'est le moment. Bon dimanche à toutes et à tous, et grand merci à Florence pour ses partages solaires de bis. Chouette. Ok, et bien voilà, je vous souhaite un bon dimanche, profitez, prenez bien soin de vous, et je vous souhaite une belle pleine lune. À bientôt.